Vous voulez que la France s'oppose aux délocalisations vers les pays à très bas coût de salaire, ce n'est plus les Français qui décident. C'est Madame Hübner, la polonaise, chargée de la politique régionale. Sa formation, boursière Fulbright, du département d'État américain, pendant 3 ans à l'université de Berkeley en Californie. Donc, forte probabilité d'appartenance au service de renseignement américain. Interrogée au moment de la Constitution européenne en France, du référendum, par le journal La Tribune, elle a eu ce mot qui a fait quand même un peu florès. Il faut favoriser les délocalisations à l'Est. Ben oui, pardi. Vous aimeriez être sûr que l'Union européenne ne soit pas le paradis des fraudeurs. C'est pas le gouvernement français qui vérifie, c'est ce monsieur, le commissaire estonien Siim Kallas, chargé de l'administration de l'audit et de la lutte antifraude. Il joue ici du saxo, c'est plutôt du pipeau qu'il devrait jouer. De 91 à 95, ici, il est passé un petit problème. On a découvert qu'il y avait 30 millions de dollars qui avaient disparu des caisses de la Banque centrale d'Estonie. Les regards se sont tous tournés vers le président de la Banque d'Estonie, c'est-à-dire ce monsieur. Seulement voilà, entre-temps, monsieur Kallas, comme Barroso, qui avait trouvé son chemin de Damas avec Frank Carlucci, monsieur Siim Kallas est devenu d'un seul coup très pro-américain, l'ancien ministre de Brejnev, a négocié l'entrée de son pays dans l'OTAN et dans l'UE. Il est devenu un très grand ami du président Bush et vice-président de la Commission européenne. Vous imaginez que l'enquête sur la disparition des millions de dollars dans la Banque centrale d'Estonie a été mise dans les archives. Il est quand même étonnant que ce monsieur soit commissaire chargé de la lutte antifraude. Vous voulez que la France maîtrise l'immigration clandestine et décide qu'elle reçoit sur son sol? Là aussi, c'est pas du tout vous qui avez votre mot à dire, c'était le commissaire italien Frattini, chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité. Qui est ce monsieur? Il était membre de l'Aspen Institute aux côtés de Dick Cheney, vice-président des États-Unis, Condoleezza Rice, secrétaire d'État du gouvernement Bush II, Paul Wolfowitz, président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, représentant américain à l'OMC, Henry Kissinger, Madeleine Albright, secrétaire d'État de William Clinton, William Ferry. Enfin, vous voyez le genre. Donc c'est lui qui a mis en place une politique en disant l'immigration est une opportunité et non une menace. Vous voulez que la France protège mieux l'environnement, lutte mieux contre les OGM? 86% des Français souhaitaient l'interdiction pure et simple des OGM. Le gouvernement avait été obligé de passer en force par décret. Je vous l'expliquais tout à l'heure parce que nous avions des pénalités. Il faut savoir que le grand responsable de cette affaire, c'est un grec, Stavros Dimas, commissaire chargé de l'environnement. Il pèse plus lourd que tous les ministres de l'environnement de la République française, bien entendu. Qui est ce monsieur Stavros Dimas? Il est diplômé de New York University. Il a passé plusieurs années à la Banque mondiale, à Washington, et chez Sullivan et Cromwell, grand cabinet d'avocats américains. Sullivan et Cromwell, je suis désolé, encore une fois, on va dire que je fais une fixette, mais c'est la vérité. Sullivan et Cromwell, c'est le cabinet d'avocats où travaillaient les frères Foster Allen Dulles, les fondateurs de la CIA. Tout ceci pour conclure, j'aurais pu en faire, mais c'est déjà ma conférence, c'est déjà longue, je préfère changer de sujet. Mais quand même pour attirer votre attention sur le fait qu'au sein de la Commission européenne actuelle, nous avons tous ces commissaires-là qui ont été, de près ou de loin, proches des intérêts américains. 11 commissaires européens sur 27 ont fait leurs études aux États-Unis, dont plusieurs à l'université de Georgetown de Washington sont formés des cadres de la CIA. Ça permet de faire du camembert. Là aussi, c'est une exclusivité. Aucun responsable politique en France ne vous présentera ce camembert. Ce camembert, c'est l'influence, la formation, l'état d'esprit au sein de la Commission européenne. Le français, il y en a un, c'est 3,7%. Les autres commissaires, a priori plutôt favorables à la France, le belge, le portugais, l'italien, ça dépend des membres, en gros 14,8%. L'allemand, 3,7%. Ça, ce sont les commissaires ayant effectué des études au Royaume-Uni, anglophones de naissance, travaillé pour des entreprises américaines, effectué des études aux États-Unis, souvent d'ailleurs. Et ça, ce sont des commissaires a priori plutôt défavorables à la France, notamment tous les pays de l'Est, qui sont tout à fait défavorables à une Europe sociale. Donc ce petit camembert nous permet de tirer la conclusion suivante. Ça veut dire qu'en gros, on a à peu près 18% des commissaires qui régulièrement sont à peu près sur nos positions. C'est-à-dire 2-3 commissaires en plus d'une autre. 80% qui, sur pratiquement tous les sujets, sont sur une position une ligne américaine. La France ne dispose plus que de 78 parlementaires européens sur un total de 785. Ça fait 9,9%. Ceux qui se présentent à vos suffrages en disant vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais changer l'Europe. Mais changer l'Europe comment? Comment vont-ils changer l'Europe puisque nous représentons moins de 10% et que d'ailleurs à l'intérieur de ces 10%, ces parlementaires ne sont pas du tout d'accord entre eux. Voici l'évolution notamment qui s'est accélérée avec l'élargissement. Désormais, il y a à peine 10% des textes de la Commission qui sont en langue française et plus de 80% en anglo-américain. Voilà le rapport des forces. Nous devons conclure au fait que la stratégie américaine que j'évoquais en préambule, elle fonctionne. Elle marche. Ils sont pas bêtes, les Américains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes devenus un pays satellite des États-Unis et que nous avons été normalisés. Parce que les Français ont connu leur printemps de Paris, si j'ose dire, en 2005, ils ont voté non à la Constitution européenne. Alors on n'a pas envoyé des chars. On a simplement envoyé des chars médiatiques, des chars d'intimidation, et on nous a fait rentrer dans le bon chemin, c'est-à-dire adopter ce qui avait été décidé à Washington. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé de façon progressive et invisible au cours des 40 dernières années, cette satellisation. Comment est-ce arrivé?
C'est arrivé par l'arme géniale de la construction européenne, conçue à Washington, mais présentée aux Français par des Français comme une stratégie française. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. Elle est le résultat de 27 intérêts nationaux opposés dans tous les domaines, dont la résultante sert les intérêts nationaux américains. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la première puissance industrielle, économique et militaire de la planète. Le dollar a définitivement supplanté la livre sterling comme monnaie internationale de change et de réserve. Ce rôle reconnu au dollar s'est accompagné d'un nouveau système financier international qui étaient les accords de Bretton Woods de 1944. L'un des points essentiels de ces accords était l'étalon de change or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis devaient veiller, premièrement, à ce que chaque dollar émis soit couvert par le stock d'or détenu à Fort Knox et New York. On disait à l'époque, dollar is as good as gold. Le dollar est aussi bon que l'or. Mais à partir de 1962, et du coup de plus en plus exorbitant de leur engagement au Vietnam, les États-Unis ont commencé à creuser des déficits de leur balance des paiements supérieurs à l'encaisse or détenue à Fort Knox. 2 ans après que De Gaulle eut quitté le pouvoir, moins de 10 mois après sa mort, le 9 novembre 1970, les Américains brisaient les accords de Bretton Woods le 15 août 1971 avec une déclaration restée célèbre de Richard Nixon. Les États-Unis cesseront de rembourser la libre convertibilité du dollar en or. Le résultat, c'est quoi? Et la conséquence essentielle, c'est que depuis 1971, la situation des États-Unis est exactement comparable à celle d'un particulier qui serait assez puissant pour imposer de payer tous ses achats avec des chèques sans provision et pour interdire aux commerçants de présenter les chèques à la banque. C'est ça la puissance américaine. Il leur suffit d'émettre du dollar. Non pas sous forme de planche à billets comme on le dit généralement, sous forme de monnaie électronique. Il y a des déficits, peu importe. Les États-Unis ont ainsi cru trouver la pierre philosophale de l'enrichissement sans fin et du pouvoir mondial. Seulement voilà, il y avait un problème. Si vous pouvez potentiellement tout acheter dans le monde du fait d'une puissance financière illimitée, encore faut-il que les États étrangers ne vous opposent pas des obstacles réglementaires à la vente. Or, en 1971, il y avait beaucoup d'obstacles à la vente. La guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger. On ne pouvait pas acheter des appartements à Moscou. On ne pouvait pas acheter une usine à Pékin. Deuxièmement, le contrôle des changes et le contrôle des mouvements de capitaux dans chaque pays occidental. J'étais américain, je ne pouvais pas acheter une entreprise en France. Il fallait que j'aie une autorisation que la France donnait ou ne donnait pas. Troisièmement, les droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services et protégeant certains secteurs industriels. Tout était réglementé, donc c'est un petit peu comme si votre chéquier que vous pouviez utiliser, votre chéquier magique qui vous permettait de tout acheter, vous ne pouviez l'acheter en fait qu'à l'intérieur de Paris. Le résultat, c'est quoi? C'est que toute la politique américaine à la fin du XXe siècle se comprend merveilleusement sous cet angle. L'invention de la politique dite de mondialisation inévitable, profitant de l'effondrement de l'URSS en 1991 et de l'active complicité de la Commission européenne. Et c'est là où on trouve le centre même, le centre névralgique de toute la stratégie américaine et de toute ma conférence. C'est que la Commission européenne, les pays européens, ligotés par le stratagème d'échelle, ont été les complices actifs de la stratégie dite de mondialisation inévitable, à partir de laquelle les États-Unis ont imposé au reste du monde un démantèlement généralisé des obstacles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. La guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger, fin de la guerre froide et démantèlement du camp socialiste. Le contrôle des changes et le contrôle des mouvements de capitaux, fin du contrôle des changes et du contrôle des mouvements de capitaux en Europe, sous la pression des institutions européennes et des campagnes de presse incessantes. Droits commerciaux, démantèlement des droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services grâce à la complicité des institutions de Bruxelles, puisque figurez-vous que la France s'est aussi dessaisie de cette prérogative et que c'est Bruxelles qui négocie pour nous nos intérêts les plus fondamentaux à l'Organisation mondiale du commerce. Le résultat, c'est que depuis la rupture des accords de Bretton Woods, le privilège du dollar permettait aux Américains d'émettre virtuellement autant de monnaie qu'ils le souhaitaient, sans aucune limite, pour potentiellement tout acheter. Et que les États-Unis ont imposé une politique de démantèlement généralisé des réglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, justement afin de pouvoir profiter à plein du fabuleux privilège du dollar. Face à cette mondialisation des échanges, tous les pays ne sont pas égaux, nous n'avons pas les mêmes règles. C'est le grand secret de l'économie mondiale. Encore une question bête. Pourquoi n'a-t-on pas cessé de nous dire que la France était en faillite? Pour une raison finalement assez simple. C'est parce que des appétits puissants avaient intérêt et ont intérêt pour nous forcer à vendre notre patrimoine. Ben, c'est formidable. Parce que quand vous avez une monnaie qui permet de tout acheter, vous faites sauter toutes les réglementations aux échanges, il y a encore quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. C'est ce que les gens ne veulent pas vendre. La France, elle avait un patrimoine, elle en a encore, largement incessible,
Eh bien, pour qu'on puisse l'acheter, il faut mettre dans la tête des Français qui sont en faillite et qui doivent la vendre. Avec l'aspirateur à dollars, on va pouvoir acheter EDF, les hôtels particuliers vendus par l'État, les œuvres d'art, les sociétés françaises. C'est comme ça que ça marche. Voici un exemple très concret qui vous permet de bien comprendre comment ça marche. C'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle American Funds, dans sa structure Capital Research and Management. C'est en gros un grand nombre de retraités américains. Il y a aux États-Unis plus de 140 fonds qui ont plus d'1 milliard de dollars d'actifs, avec d'ailleurs de l'endettement. Eh bien, ce fonds American Funds a pris des parts considérables des tickets du style 15, 20, 25% au capital de Veolia, pour l'eau, de Vivendi, de Thales pour le militaire, de Schneider Electric, de Michelin, de Bouygues Télécom, de Accor. Ce sont donc des fonds de capitalisation américaine avec des gens qui mettent de l'argent par un endettement, avec cette monnaie factice qui est devenue le dollar, et avec cette monnaie d'endettement, ça leur permet de prendre des participations importantes, très importantes, dans un certain nombre de grands groupes internationaux, notamment français. Suivez la suite de la manip. Par exemple, ils prennent des participations dans Veolia ou Vivendi. Que fait Veolia ou Vivendi? Eh bien, Veolia ou Vivendi, on lance des campagnes de communication pour convaincre les Français que la gestion de l'eau faite par les régimes municipaux ne vaut rien. Ça, c'est le cas à Paris. À partir de 1988, on a délégué à des gestionnaires privés la distribution de l'eau. Je peux vous assurer, j'habite à Paris, tout marchait très bien. Mais on a mis des campagnes de presse incessantes sur lesquelles c'était une gabegie inouïe et qu'il fallait absolument confier ça au privé. Le privé, c'est Veolia et Vivendi. Ils se sont partagés la rive droite et la rive gauche. Et depuis qu'il y a eu la délégation, voici l'évolution du prix de l'eau. On est passé de 5 francs le mètre cube en 1987, 5 à 6 francs, on en est actuellement à 18 francs. On a eu une augmentation considérable depuis que la gestion municipale de l'eau avait été déléguée. Plus de 300% d'augmentation. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'intérêt des retraités américains qui ont investi leur argent au Capital Research, c'est que l'on augmente sans arrêt le prix de l'eau facturé aux Parisiens de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut vendre et qu'il faut passer ça à des gestionnaires privés. Au motif que l'État en France serait trop endetté, la France vend son patrimoine national, lequel est souvent racheté par des Américains qui sont infiniment plus endettés que nous. Pourquoi ? Aucun journaliste, aucun ministre, aucun expert, aucun homme politique ne s'étonne-t-il du fait qu'on vend des éléments essentiels du patrimoine? Pourquoi personne ne pose cette question? Il y a une réponse. La réponse, c'est que le même fonds, il a également une grosse participation dans Bouygues. Or, Bouygues possède TF1 et Vivendi possède Canal+. Donc les télévisions ne vont pas commencer à dévoiler le poteau rose de ce qui fait le beurre de l'un de leurs actionnaires essentiels. En France, l'ensemble des médias français est désormais complètement verrouillé. LVMH, de M. Bernard Arnault. Certes, M. Bernard Arnault, il a une fortune considérable, mais dans LVMH, il y a aussi des fonds américains très importants. LVMH possède les Échos et la Tribune et Investir. Les 3 plus grands journaux économiques français sont détenus par le même groupe, la même personne. Dans le capital duquel il y a beaucoup d'intérêts américains. Vous imaginez bien que ni les Échos, ni la Tribune, ni Investir ne vont jamais pouvoir dire un dixième de ce que je vous explique ce soir. Dassault Systèmes, lui, le groupe Dassault, c'est le Figaro. Madame Figaro, Figaro Magazine, le journal des finances. Le groupe Lagardère, c'est Europe 1. Aujourd'hui, le Parisien, le journal du dimanche, Le Monde, Canal+, et en plus de ça, les NMPP. C'est-à-dire tout ce qui fait la distribution. Ajoutons à ça le groupe Bertelsmann, qui possède toute une nébuleuse de magazines en France, et nous avions le verrouillage de plus en plus perfectionné des médias, complètement investis par des intérêts américains, qui jamais ne vous diront ce que je vous dis ce soir, et qui d'ailleurs m'interdiront d'antenne. Figurez-vous qu'il y a une petite société qui s'appelle Concileo. Bon, ça n'a l'air de rien, cette société modère les forums sur Internet. Parfois, votre opinion ne passe pas. Elle a été modérée. Concileo modère toute cette série de sites Internet, Libération, Le Figaro, Match, RTL, Europe 1, TF1, etc., etc. Tout est modéré, entre guillemets, par la même société, Concileo. Concileo, introducing you to the marketing challenge of the 21st century. C'est une société américaine. Tous les grands choix économiques et géopolitiques sont décidés en dehors des peuples, en dehors de vous. C'est ça, la vérité. Eh bien, pour les années 2000, nous sommes dans une nouvelle guerre. La guerre du XXIe siècle, celle dont je vous parlais, pas moi, Mitterrand, en préambule de cette conférence. C'est une guerre invisible. Les armes, ce sont les médias. Les cibles, ce sont nos cerveaux. Les tactiques, c'est l'intimidation et la désinformation. C'est pour ça que c'est une guerre invisible. Il n'y a pas d'armes visibles. On n'a pas d'armée d'occupation visible. Il n'y a pas de destruction manifestement visible. Puisque ce dont il s'agit, c'est de changer le logiciel que vous avez dans la tête. La stratégie est de faire disparaître la France dans un glacis dominé par l'Empire américain. Je conclurai personnellement en vous rappelant ce que disait Charles de Gaulle à Perfit. S'il fallait choisir entre l'indépendance et le marché commun, il vaudrait mieux l'indépendance que le marché commun, disait de Gaulle, en concluant, et ça sera la conclusion de ma conférence, au peuple français, redressez-vous. Merci.